Et au nom du Cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la très cordiale bienvenue à ce lundi Penser Agir, Penser Agir du titre de l'ouvrage de Xavier Comtesse qu'il a co-écrit avec bien 56 personnes, dont Laura Venkaruti Tokmakov, j'espère ne pas écorcher, que nous nous réjouissons d'entendre sur un thème qui est celui de où sont les femmes dans l'intelligence artificielle, peut-être dans la recherche ou le travail, mais où sont-elles peut-être même en général. Mais on va se concentrer là-dessus ce soir, avant que je demande à Laura de se présenter et ensuite d'entamer sa conférence, sa visio, qui nous permettra ensuite de rebondir avec des remarques et des questions. J'aimerais que Xavier Comtesse nous explique pourquoi il a choisi de faire appel à Laura pour être l'un de ses co-auteurs. Xavier Comtesse. Alors, le livre est évidemment un livre sur le futur et une des pièces centrales qui va construire ce futur, c'est l'intelligence artificielle. Et Laura est une grande spécialiste à Genève de cette question-là. Il faut dire que ce livre, je ne fais parler que des gens du territoire de la Romandie. On n'a pas fait appel à des grands seigneurs américains ou chinois, mais on a fait parler des gens du territoire. Et ces gens du territoire sont tout à fait à la hauteur. Et c'est un très beau livre avec des très beaux récits. Il y en a 56. Et on entre comme ça vraiment dans le futur. Laura est une pièce maîtresse. Et j'ai une réponse à sa question « Où sont les femmes ?» Eh bien, elles sont dans le biais statistique, Laura. À toi la parole. Alors, avant que Laura prenne la parole, je vous demande d'ouvrir les micros avant de les refermer pour la conférence, pour un chaleureux applaudissement à Laura et à Xavier aussi. À vous l'antenne, Laura. Très bien, merci. Alors, enchantée de vous rencontrer tous ici dans cette séance. Je vais prendre 15 minutes pour faire un grand écart entre la question qui a été posée, qui sont « Où sont les femmes ?» et la partie que j'ai rédigée dans le livre de Xavier Comtesse, pour vous faire un tour du panorama de quel est le souci de cette invisibilité aujourd'hui des femmes. Alors, pour me présenter d'abord quelques mots, je dirige la fondation Impactia, qui est basée à Genève, qui a une vocation nationale et internationale. Nous avons comme mission d'accélérer l'adoption d'intelligence artificielle éthique, robuste et légale sur le monde du travail. On est persuadé que si on arrive à transformer grâce à l'intelligence artificielle le monde du travail vers quelque chose de plus éthique, on va parvenir à transformer la société au sens large. J'ai un parcours non-tech, je viens du domaine de tout ce qui est l'employabilité, la transition professionnelle, je suis travailleuse sociale à la base, et ensuite je me suis formée dans tout ce qui est direction d'entreprise. Mais vraiment, mon cœur métier, c'est comment on transite les compétences de personnes dans des transitions de carrière, dans différents lieux, et quel que soit le niveau de qualification. Alors, je vais juste faire une petite manipulation de partage d'écran et c'est parti. Voilà. Est-ce que vous avez l'écran pour tout le monde? Ok, parfait. Magnifique. Alors, je vous propose, si vous avez des questions pendant ces 15 petites minutes de présentation, j'ai le chat ouvert, vous pouvez les poser là, je les vois, ou lever la main, et puis je vais voir. Alors, où sont les femmes aujourd'hui dans l'intelligence artificielle? Voilà. Alors, dans le cadre de la rédaction du livre avec Xavier Comtesse, je vais vous proposer de réunir 3 choses autour de la mutation du travail qui est en train de se produire aujourd'hui. La première chose
qui est en train de passablement bouleverser les éléments, c'est les plateformes digitales de travail. Alors, les plateformes digitales de travail, vous en connaissez une ou plusieurs de façon très aisée. Uber est une plateforme digitale physique de travail. It.ch est une plateforme digitale, est une plateforme de travail physique et Airbnb aussi. Et moi, ce que je vais vous proposer, déjà là, on voit que ça a bouleversé le monde du travail. Maintenant, je vais vous proposer de vous diriger vers les plateformes digitales de travail où, en fait, on travaille en ligne avec des missions qui nous sont données. Le deuxième gros bouleversement, il est évident, c'est l'intelligence artificielle, avec aujourd'hui une intelligence artificielle qu'on dit faible. Dans le monde de l'intelligence artificielle, on a l'habitude de catégoriser en 3 sortes d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle faible, qui fait très très bien une chose et une seule chose, mais qui est complètement inadéquate pour faire en dehors de sa zone de compétence. On a l'intelligence artificielle forte et la supra-intelligence. La supra-intelligence, c'est celle qu'on voit dans les films Terminator, où tout d'un coup, l'intelligence artificielle prend le pouvoir sur tout, est bien meilleure que l'humain et arrive à gérer toute l'humanité. Okay? Aujourd'hui, dans la société actuelle, on est quasiment que dans le premier pas, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle faible. Ce qui veut dire que pour cette intelligence artificielle faible, on a besoin de la supervision humaine. Et puis, le troisième facteur dans cette mutation du travail, c'est la femme dans l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, on a 22% de femmes qui travaillent dans l'intelligence artificielle au niveau mondial. En Suisse, on est à 19%. On n'est pas très sûr que ces chiffres soient corrects. On a fait tout un travail dont je vous parlerai à la fin, si ça vous intéresse au niveau des chiffres et de qu'est-ce qui se passe. On pense que lorsqu'on dit qu'on a 19% de femmes en Suisse dans l'intelligence artificielle, on pourrait se réjouir, c'est déjà pas mal. Mais on pense que ce 19% comprend les femmes qui travaillent dans des entreprises d'intelligence artificielle en faisant du secrétariat, du marketing, de la digital communication. Donc, c'est des chiffres qu'on doit revoir là-dedans. Alors, si on met ces 3 choses ensemble, on se retrouve aujourd'hui avec une mutation du travail où on a une partie des choses qu'on a fait jusqu'à présent qui sont en train de se faire sur des plateformes digitales de travail. Amazon, peut-être vous avez entendu parler d'une plateforme qui s'appelle Amazon Mechanical Turk, est une plateforme de travail sur laquelle on va poser des micro-tâches à faire et des gens du monde entier vont les faire moyennant un coût de 10 centimes, 0,1 centime, ou etc. Maintenant, si je mélange ces plateformes digitales de travail et l'intelligence artificielle, pourquoi c'est en train d'augmenter ? Aujourd'hui, on est à peu près à 23% en Amérique, par exemple, de gens qui travaillent sur ces plateformes digitales de travail. Donc, plus de la majorité le font par non-choix, c'est-à-dire pour compléter une activité pour pouvoir avoir un revenu supplémentaire. On pense que d'ici 2030, on aura 50% des gens qui seront en Amérique sur ces plateformes digitales de travail. Pourquoi elles sont en train de prendre autant d'ampleur? Eh bien, simplement parce que l'intelligence artificielle, telle qu'on l'a aujourd'hui, l'intelligence artificielle faible, c'est une mangeuse de data, c'est une mangeuse de données, et pour apprendre, elle a besoin d'humains qui vont superviser tout ça. Je vous prends un exemple. Si aujourd'hui, vous allez sur votre moteur de recherche et vous mettez image de chat mignon en train de jouer, le fait que vous allez avoir ces images-là et les bonnes qui viennent, c'est parce que derrière, il y a des centaines de millions de photos qui ont été labellisées par des gens qui disent « ça, c'est un chat, ça, c'est pas un chat, ça, c'est un chat, mais il n'est pas mignon, etc. » Et c'est avec ça que l'intelligence artificielle, elle est en train d'apprendre, majoritairement. Ce qui ne veut pas dire que l'intelligence artificielle n'apprend qu'avec beaucoup de data, mais c'est une des façons de faire cet apprentissage. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer lorsque vous faites apprendre à l'intelligence artificielle des choses
dont la majorité des gens qui font apprendre cette chose sont des hommes. Aujourd'hui, on dit que 88% des personnes qui sont derrière la création des algorithmes sont des hommes. Alors, ça va nous amener plusieurs enjeux. Si on remet ces trois choses, les plateformes digitales, l'intelligence artificielle et les femmes dans l'IA, donc 19% apparemment en Suisse, ça nous amène à plusieurs enjeux. Le premier des enjeux, c'est qu'aujourd'hui en Suisse, 80% des gens qui sont des personnes actives ont un statut de salarié. Ils ont les assurances sociales qui vont avec, ils ont, entre guillemets, la sécurité du temps de travail qui va avec. Au niveau mondial, on est plutôt à 50% de la population active qui est sous un contrat de salarié. Je vous donne encore un autre chiffre qui est assez intéressant, les digital nomades. Les digital nomades, c'est ceux qui travaillent depuis n'importe où dans le monde. Alors, quand on parle de digital nomade, jusqu'à présent, on voyait la personne qui allait travailler sur une île en Thaïlande avec la mer, la plage, etc. et sur son ordinateur. On est en train de devenir à peu près tous, avec le Covid, digital nomade dans sa cuisine. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler derrière son ordinateur sans plus se rendre nulle part, mais entre sa cuisine et son salon. Donc voilà, savoir qu'aujourd'hui, on a 5 millions à peu près de digital nomades et que c'est un chiffre qui double tous les 5 ans. D'accord ? Donc cette tendance à être de plus en plus dans des statuts d'indépendants pour travailler derrière des plateformes, elles sont en train d'augmenter. Deuxième enjeu et deuxième énorme gros défi, la transition professionnelle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle amène la nécessité de transformer ses compétences. Alors, depuis les années 2018 et grâce au web, on a beaucoup entendu parler de ces fameux soft skills qui vont être nécessaires et qui sont déjà nécessaires, la curiosité, la capacité de travailler en réseau, l'intelligence émotionnelle, etc. L'intelligence artificielle, maintenant, va nous demander de développer de nouvelles compétences, d'accentuer certaines compétences, et il va falloir aussi qu'on puisse transiter les compétences des personnes qualifiées, non qualifiées et moyennement qualifiées pour pouvoir faire face à ce qui est en train d'arriver sur le monde du travail. Quatrième enjeu et quatrième défi auquel nous avons à faire face, et on va voir le lien immédiat avec la place des femmes, où sont les femmes, c'est les plateformes éthiques. Ces plateformes sur lesquelles aujourd'hui vous travaillez sont dans la majorité, je crois toutes, mais avec des degrés plus ou moins différents en termes d'éthique assez abominables. C'est des plateformes où pour vous travaillez en tant qu'indépendant, vous n'avez aucun moyen de recours si par exemple vous avez effectué un travail et qu'il a été refusé. Donc vous pouvez avoir travaillé pendant 5 heures, mis votre travail effectué sur la plateforme et l'entreprise vous dit « je le refuse », mais prend le travail et vous n'êtes pas payé et vous n'avez pas de moyen de recours. Il faut savoir qu'en termes de qualité de vie, ça a des répercussions importantes sur la santé. Le BIT a fait toute une étude là-dessus. En gros, pour travailler sur un temps de travail de 1 heure sur une plateforme, vous passez à peu près 12 à 15 minutes non payées à rechercher la tâche suivante. Donc, en fait, vous avez toute une partie de temps où, en tant que non-salarié, c'est quelque part pour votre pomme, si j'ose dire comme ça. Il n'y a pas d'assurance sociale. Donc, c'est vraiment des plateformes qui sont en train de bouleverser les assurances sociales telles qu'on les a connues maintenant. Et avec cette augmentation de façon de travailler, il y a tout un pan de la société qui est en train de se paupériser encore plus fortement. Et puis, le quatrième gros enjeu, c'est l'intelligence artificielle équitable, qui devienne plus équitable. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, cette intelligence artificielle faible, elle apprend sur le passé. Lorsqu'elle doit apprendre des choses, on lui fait apprendre sur des choses qui se sont passées pour qu'elle trouve dans sa boîte noire quelques éléments qui lui permettent de faire son job.
Or, plus vous avez des choses qui apprennent sur le passé, plus on va reproduire les mêmes biais. L'exemple a été cité plusieurs fois sur Amazon qui avait mis une intelligence artificielle dont l'objectif était d'aider au recrutement, qu'ils ont dû arrêter parce qu'ils reproduisaient des biais monstrueux dans le recrutement. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Cette intelligence artificielle a appris sur tous les CV qu'il y avait chez Amazon dans les 10 dernières années. On lui a dit, OK, son objectif, c'était d'apprendre quels étaient les recrutements qui étaient les plus performants et comment arriver à recruter tout de suite ce genre de personnes sans avoir des erreurs ou en diminuant les erreurs de recrutement. Ce qui s'est passé, c'est que dans les postes de cadre et dans les postes de direction et de middle management, Amazon avait en majorité des hommes, ce qui a fait que ce que l'intelligence artificielle a appris, c'est que pour être performant, en tout cas, un des critères était d'être un homme et un des critères majoritaires. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui est un défi éthique, éthique assez fort au niveau de l'intelligence artificielle. L'autre chose, ça va être au niveau de ces IA, que l'humain apprenne à travailler avec, c'est-à-dire de comment on va, en tant qu'être humain, amener une valeur ajoutée qui n'est pas dans la productivité. On a préparé ces dernières 50 années, je pense, une forme de travail où on mettait des humains dans des boîtes avec quelqu'un qui frappait la cadence. Alors, c'était plus dans des galons avec des rames et puis sur la mer, mais ça ne change pas grand-chose. On les met dans des box, on frappe la cadence et on dit soyez productifs. Et plus on vous a en contrôle, plus vous êtes productif. On sait que la productivité, ce n'est pas quelque chose dans lequel l'être humain il est bon. Vous allez être moins productif à 11 heures en ayant faim, en vous levant, si ce n'est pas votre rythme, ça ne va pas être quelque chose de bon non plus pour vous. Après dîner, vous avez envie d'un café. Donc vraiment, maintenant, c'est comment on travaille avec l'intelligence artificielle où elle va prendre le travail qui est la productivité pure et quelle va être la place pour l'humain là-dedans en termes de valeur ajoutée. Et surtout, comment on va faire une intelligence artificielle qui a comme objectif d'améliorer la vie de tous et pas forcément le capital d'une petite minorité d'actionnaires. C'est vraiment ces quatre enjeux-là qui nous occupent aujourd'hui. Et puis, avec tout ça, si je résume un petit peu, qu'est-ce qui nous attend de façon très... Alors vraiment, je le fais très en synthèse, hein, avec ces trois mutations du travail qui sont cette nouvelle forme de travail, qui sont l'intelligence artificielle et qui sont cet enjeu, hein, ce gros défi d'avoir des femmes là-dedans. Nous, en tant que fondation, on s'est fixé un objectif d'avoir 30% de femmes dans l'intelligence artificielle d'ici à 5 ans. Et quand je dis dans l'intelligence artificielle, c'est autant dans les parties tech que dans les parties non tech. Pourquoi 30? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 10 ou 20? On sait qu'en Suisse, on part de 19% officiellement. 30%, plusieurs études, dont le MIT, ont démontré qu'à partir de 30%, c'était le pourcentage duquel un système pouvait basculer vers d'autres choses. Donc, si on commence à avoir 30% de femmes, c'est-à-dire que ce que la femme va amener de complémentaire va permettre de basculer vers d'autres choses. Il y a un objectif d'acculturation à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que chaque individu actif en passe de le devenir ou en train de changer de carrière sache ce que c'est que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça a comme impact, comment il peut travailler là-dessus sur son domaine d'activité, à quoi il doit se préparer et comment on va faire cette transition de compétences. On travaille avec des grosses entreprises qui ont ce gros enjeu à dire, voilà, d'ici à 10 ans, on va avoir un pourcentage tel de notre entreprise qui va partir à la retraite. Comment on fait pour engager les bonnes personnes avec les bonnes compétences et arriver à lisser ce départ pour pas qu'on se retrouve tout d'un coup avec trop de gens dans les mauvaises compétences et dont on n'arrive pas à faire cette transition, ou trop peu de gens dans les compétences fondamentales dont on va avoir besoin. Et puis, le dernier objectif qui est, à l'ère de l'intelligence artificielle, comment on repense le contrat social dans un travail où on va travailler, on appelle ça human in the loop, c'est l'humain qui travaille avec
l'intelligence artificielle. On est en train de développer ce concept de façon aussi plus forte avec le THZ à Zurich donc, et le docteur Garcia sur les intelligences hybrides, c'est-à-dire comment l'individu, avec son intelligence individuelle, peut se mettre en collectivité. Donc, comment on arrive à mettre l'intelligence individuelle, l'intelligence collective et l'intelligence artificielle ensemble sur le monde du travail pour dépasser les limites de chacune d'entre elles. Qu'est-ce qu'on doit changer dans le modèle de faire et comment chacun peut amener sa valeur ajoutée en complémentarité et pas contre, et sortir vraiment de cette croyance qu'il va y avoir l'intelligence artificielle à la place de l'humain et l'humain sur le bord de la route, mais c'est plutôt comment on va réunir l'intelligence artificielle et l'humain ensemble pour pouvoir avoir une véritable valeur ajoutée et transformer le monde du travail. Donc voilà un panorama très rapide sur ce que j'ai abordé dans le livre autour des plateformes de distribution de tâches qui sont une mutation du travail assez important, de l'intelligence artificielle et l'impact de la non-présence des femmes aujourd'hui, qui a un impact total et direct sur des intelligences artificielles éthiques et qui augmente la durabilité du monde du travail, entre autres. Et puis, si vous avez, en plus, parce que vous avez tous lu le livre de Xavier Comtesse, mais si vous avez aussi envie de creuser un bout sur la femme, l'intelligence artificielle dans le monde en Suisse, quelles sont les priorités, quelles sont les actions. Voilà, sur notre site, je vous invite à aller télécharger notre livre Advancing Women in AI, où on a fait un état des lieux, un panorama de qu'est-ce qui se passe, quelles sont les actions prioritaires pour transformer cette intelligence artificielle très masculinarisée et très développée par des hommes blancs de 30 à 37 ans pour arriver vers quelque chose qui est plus d'équité. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un chaleureux applaudissement à Laura. C'était infiniment clair. Merci beaucoup. Merci. Vous nous rendez Je vous rends l'écran. L'écran? Oui, je fais ça. Je vous rends l'écran. Alors, voilà. Avant de passer la parole à nos amis, Yo et nos amis, en fait, si je comprends bien, le manque de femmes en ce moment dans cette intelligence artificielle qui est en train de se construire ferait en une sorte de schéma masculin aussi dans l'intelligence artificielle? Alors, complètement. Là où c'est un tout petit peu plus pervers, c'est que si vous avez, disons qu'on va prendre un cas que personne ne connaît, vous avez une équipe où vous avez une personne qui pourrait avoir des biais sexistes, machistes. Si cette personne, dans son équipe de 10 personnes, reproduit ces biais, ça ne va toucher que ce noyau-là. Or, l'intelligence artificielle, vu qu'elle est dématérialisée, une fois que vous la mettez en œuvre, elle va amplifier ça de façon énorme et exagérée un peu partout dans le monde. Donc aujourd'hui, le gros défi, c'est comment on fait pour ne pas amplifier les biais qui sont aujourd'hui existants et pour pouvoir casser ça et revenir à quelque chose qui soit plus équitable. Tout à fait. Merci beaucoup, Laura. Alors, vous connaissez un peu la règle du jeu. Je vais vous passer la parole. Merci de nous dire en 30 secondes qui vous êtes, ce que vous faites, et peut-être amener une réflexion et oui, une question à Laura. Je répondra. Oui. Je vois qu'il y a aussi plein de questions sur le chat. Comment vous voulez? Est-ce que je réponds au chat? Est-ce qu'on répond? Aux personnes du chat. Alors évidemment, j'ai assez vite envie de passer la parole à Anne Hornung-Soukup parce que je sais que la cause des femmes la motive depuis longtemps. Elle a un poste, ma foi, assez clé. On n'imagine pas trop une femme. Anne, il faut allumer le micro. Oui, merci beaucoup pour cette présentation qui est vraiment passionnante. C'est un sujet, l'intelligence artificielle m'intéresse beaucoup.
au TPG, on est en train de développer des programmes avec intelligence artificielle, donc comme toutes les entreprises, je pense. Mais quand on voit ce qui s'est passé, c'était ma question pour vous, quand on voit ce qui vient de se passer chez Google avec les femmes de haut niveau qui ont été carrément éjectées, pratiquement maudites, enfin, c'est impressionnant à quel point les femmes de haut niveau en technologie souffrent, vraiment souffrent du cadre, des ajustements, du traitement. Donnez-nous des idées concrètes, parce que ce matin aussi au TPG, on a passé en quelques années de 9 à 12% de femmes en général, en gros, et c'est lamentable, c'est lamentable. Je veux dire, c'est super, ça passe de 9 à 12, c'est super, mais je veux dire, il faut qu'on soit à 20 ou 25% ou 30. Je veux dire, c'est parmi mes buts et mes objectifs. Donc voilà, de Google, est-ce que vous pouvez parler comment on peut faire concrètement pour soutenir les femmes et pour les encourager et pour augmenter le nombre? Parce que le nombre, c'est important, c'est vraiment important. Alors, la première chose, moi, je pense qu'on gagne une cause quand c'est plus la cause qui s'occupe de sa propre cause. Donc, ce que je veux dire par là, c'est il faut qu'on amène les hommes à table là-dessus et que ce ne soient pas les femmes qui fassent toujours le job. Il y a énormément de regroupements. Il y a Women in Digital, Women in Tech, etc., etc. Et c'est un travail qui est monumental. Mais en fait, il faut faire un pas de plus. C'est-à-dire que comment on amène l'homme à faire le job aussi. Alors, nous, on est en train de réfléchir à des choses de type un programme de mentorat pour les hommes par des femmes sur augmenter la diversité. C'est-à-dire que la femme va venir mentorer l'homme pour dire, bah voilà, parce qu'on rencontre beaucoup d'hommes dans l'intelligence artificielle plus. Hein, quelqu'un me demandait, mais est-ce que c'est seulement à cause du chiffre? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de femmes? C'est systémique, ça commence à l'âge de 4 ans et ça se reproduit. Okay, mais les hommes qu'on rencontre dans la majorité sont des gens qui sont très ouverts en disant, mais on aimerait avoir plus de femmes. Lorsqu'on fait des recrutements, on ne reçoit même pas de candidature de femmes, ou alors on en a une. Je peux vous dire que suivant les recrutements et quand je vois l'offre, j'ai quelques pistes pour dire pourquoi vous ne recevez pas de candidature de femmes. Mais il y a cette volonté aussi de faire quelque chose. Et puis, ça arrive en étant très embarrassé en disant, mais moi, j'ai des questions, mais elles sont tellement idiotes. Et puis, j'ai une équipe de 12 développeurs, c'est des hommes. En fait, je ne peux pas engager une femme. J'aurais peur de dire des choses qui sont stupides. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je revoie toute ma culture? Et il y a cette crainte de je ne veux pas dire, je ne veux pas faire, je ne veux pas faire faux, etc. Et ça, c'est assez salvateur quand on peut se poser puis juste en rire et dire, OK, mais c'est correct que tu te plantes là-dessus, c'est correct que tu aies ce genre de questions, elle n'est pas débile. Mais les questions vont du est-ce que je dois mettre un code vestimentaire? Est-ce qu'il faut qu'on dise plus de gros mots? Puis ça, c'est du vécu, hein. C'est pas une personne, c'est 15 000 personnes. Mais quelles sont les blagues qu'on doit dire ou pas dire? Et puis, c'est un peu, c'est genre un peu super plein d'anxiété là-dessus. Et je pense que quand les hommes vont arriver déjà à se déstresser là-dessus, la deuxième étape pour moi est la réconciliation homme-femme sur la place du travail. C'est comment on va capitaliser justement sur cette intelligence hybride où on commence par prendre l'intelligence individuelle et collective ensemble. Et on peut dire des choses, on ne va pas se venger. Voilà, enfin, il y a tout ce travail comportemental qui est primordial à mon avis. Je fais le parallèle avec Guy Timsit de Google dont vous parliez. Donc Google a licencié sa chef IA éthique, puis sa deuxième co-directrice. C'est pas tout blanc, tout noir non plus. Il faut vraiment être conscient que c'est vraiment, vraiment pas tout blanc, tout noir et qu'il y a une certaine frange de posture qui est très vengeresque, qui est très on va se venger, on va on est dans cette posture de faire payer de façon très violente. Et ça ne sert pas les femmes, en fait.
Ça ne sert vraiment pas les femmes. Mais c'est pas tout blanc, tout noir pour les hommes non plus, hein. Mais Aucun. c'est présenté d'une façon plus subtile ou plus mixte, mais les femmes, c'est souvent très, très violent à les attaques. Même si c'est pas tout blanc, tout noir, c'est Oui. quand même très violent. Et je pense que le pire, j'ai vu les pires des attaques, je les ai vues venir des femmes, hein. Euh, j'ai vraiment vu des choses, mais pas des attaques violentes frontales. Et moi, je me vois même, moi-même reproduire des biais en étant une femme, en étant là-dessus assez attentive, en faisant des choses qui sont absurdes, des biais autour. Alors, j'en suis pas aux professeurs de l'EPFL qui, il y a 3 mois, ont été décriés en disant, parce que dans les classes, quand ils donnent des maths, ils sont à dire, non mais rassurez-vous les filles, c'est des maths faciles, hein. On n'est pas là-dedans, ça c'est des exceptions, des choses aussi graves que ça. Mais en fait, c'est par les choses perverses, petit à petit, les propres biais que nous-mêmes, en tant que femmes, on a aussi qu'il faut travailler de façon au corps à corps. Merci beaucoup pour ce débat intéressant. Je pourrais même vous dire que je suis assez fâchée de ne pas avoir plus d'hommes ce soir, et on le dira. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'hommes, Mohamed Daoud, s'il veut bien atterrir de Mars, il Oui, puisse se dis-moi. présenter et poser la question ou la remarque. Alors, je me présente ou je demande la question à Laura? Les Les deux. deux. Les deux, ok. Alors, mon parcours en Suisse, moi, je travaillais dans le domaine de laboratoire. Comme vous parlez avant, qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes ici, alors j'ai travaillé 4 hommes avec presque de 25 femmes dans ce cas. Ok. Et alors, la proportion aussi, c'est un petit peu énorme pour moi quand il y a pas d'équité. Alors, dans toutes les entreprises, on doit donner les chances à toutes les personnes, peu importe le background, si la personne elle est compétente. C'est ça l'important. Maintenant, actuellement, je travaille aussi dans le domaine de la médecine, mais je suis informaticien. Je fais le IT support pour une entreprise en Suisse qui s'appelle Midi Support. Et ce thème, ça m'intéresse pour le côté qui est scientifique, la partie de l'intelligence artificielle. Je reviens sur 2 points, ce qu'elle a dit Laura dans la présentation. C'est très important le bias qu'on a. Ça veut dire une intelligence artificielle qu'on va lui donner, on va dire, parce qu'elle a beaucoup de faim, on va lui donner beaucoup de données à manger. Dès le moment qu'il y a une personne qui les fournit tous les éléments à cette intelligence artificielle, s'il y a une seule personne et sa personnalité, il est misogyne, ça va se refléter sur cette technologie. Ça veut dire, pour moi, pour qu'on avance à notre niveau, dès le moment qu'il y a une intelligence artificielle ça va passer avec Google, par exemple, avec les images des personnes qui sont noires. Si la personne était derrière, elle est blanche, et elle a fourni toutes les images qui sont que des personnes qui sont blanches, dans ce cas, ça va donner un défaut dans la programmation de ou l'alimentation de cette intelligence artificielle. Car ça ne serait pas les données qui reflètent tout ce qui est dans notre société, par exemple. Et la deuxième chose que je trouve très importante, c'est la réconciliation homme-femme dans le travail. Car on ne traite pas la personne parce qu'il est d'un genre ou un autre, la peau ou l'orientation dans ce cas. C'est ça ce que je trouvais très, très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Peut-être Merci à une vous. remarque là-dessus, Laura? Oui, je pense d'ailleurs que le débat où sont les femmes dans l'IA est un débat qu'on doit repositionner autour de où est la diversité dans l'IA. Sauf lorsqu'on a commencé à travailler sur la diversité, lorsque vous dites qu'il faut plus de diversité dans l'intelligence artificielle, c'est tellement quelque chose d'énorme que les gens commencent presque à dire oui, mais on s'arrête où? Est-ce que chaque équipe, il devrait y avoir une personne LGBT dans toutes les lettres? Est-ce qu'il faut avoir des immigrations? Est-ce qu'il faut... Donc, en fait, le premier, je suis un peu naïf, le premier problème est que l'autre majorité de la population n'est pas représentée de façon signifiante dans l'intelligence artificielle. On va en réglant ce problème, je pense par naïveté
qu'on va commencer naturellement à y intégrer plus de diversité parce que peut-être parce que la femme a été minorisée dans ce domaine-là, elle sera plus attentive à d'autres minorités, puis ça va faire boule de neige. Mais la fin en soi, c'est pas qu'il y ait plus de femmes dans l'intelligence artificielle. La fin en soi, c'est qu'il y ait plus de diversité dans l'intelligence artificielle. Merci beaucoup de ce débat qui me paraît en effet plus intéressant. Si on l'avait eu avant, on aurait peut-être mis un titre un petit peu différent. Oui, en effet, pour la prochaine fois. Ceci étant, le temps passe terriblement vite. On a 20 minutes. J'aimerais vraiment donner la parole à tout le monde. Fabienne Indre, justement. Bonjour Enza, bonjour à tous. Fabienne Indré, comme les Bretons. Je remercie mon ami Julien Boucher de m'avoir invité. Moi, je suis responsable au CETI, au Centre européen des textiles innovants, qui est basé à Tourcoing, dans le Nord. Je suis responsable de la plateforme digitale On Demand for Good, qui en fait est dédiée aux marques et aux marques d'habillement, mode textile, et donc qui est dédiée à la transformation des métiers et à les aider en fait à comprendre comment apporter de l'intelligence et de la technologie 4.0 dans le développement produit, avec toute une démarche d'économie circulaire, c'est-à-dire que toutes les actions, toutes les réflexions, toutes les analyses en amont, donc on démarre effectivement d'outils d'analyse qui utilisent l'intelligence artificielle pour se rapprocher du besoin du client, du consommateur, et comment grâce à l'intelligence artificielle on est capable de proposer un produit adapté aux besoins du client final et permettre en fait de prendre des décisions sans avoir besoin de lancer des milliers de produits, mais tout au contraire d'en lancer peu, bien. Donc on est dans le consommer mieux, consommer moins, produire juste, au prix juste. Et effectivement, l'intelligence artificielle, pour nous, fait partie des logiciels clés qu'on est en train d'utiliser, de benchmarker, de mettre en avant au niveau des marques d'habillement. Et là, j'entends effectivement que le sujet est un peu au niveau plutôt en amont, sur comment on intègre les femmes, etc., en amont scientifiquement, j'allais dire, au niveau même de la création des datas et de la récupération des datas. Alors voilà, moi je voulais, dans le secteur de la mode, je pense que selon les secteurs métiers, déjà, on peut dire que la femme a peut-être plus naturellement sa place. Donc c'est toujours pareil, selon, je pense que dans l'univers de la mode, c'est beaucoup plus facile d'intégrer je pense partout où il y a de l'émotion et de la sensibilité, la femme est toujours perçue, bienvenue et a des facilités d'intégration. Dès qu'on est dans un monde beaucoup plus scientifique, raisonné, et malheureusement plus masculin en perception, la femme, on a des débats là qui ressemblent à ceux qu'on a toujours là et qui sont sur l'égalité et comment ce rapprochement se diminue d'année en année ou de décennie en décennie, quoi. J'ai l'impression qu'on en est encore à ces discussions. Donc voilà, je voulais juste apporter ma pierre en disant que dans l'univers de la mode ou dans des secteurs voilà où il y a un aspect, donc je précise émotion, sensibilité, c'est beaucoup plus facile d'intégrer une femme sans qu'on ait ce débat sur le rapprochement homme-femme et que cet équilibre en fait se trouve naturellement parce que les esprits sont les cerveaux sont complémentaires en fait et au contraire apportent apportent du travail efficace et où chacun s'y retrouve. Merci. Donc voilà ma pierre côté mode. Merci beaucoup Fabienne. Xavier, arrête pas de nous faire des signes depuis Neuchâtel. Dis-moi Xavier. Bon, alors je vais prendre l'exemple neuchâtelois. En politique, c'était considéré comme une affaire d'hommes pendant très très longtemps. Et les femmes se désintéressaient de la chose. Les hommes ne les voyaient pas non plus n'ont pas tellement ouvert les bras pour les accueillir. À Neuchâtel, 58% de femmes au Parlement. Il n'y a qu'un seul Parlement, je ne sais plus où, aux États-Unis, oui. où c'est équivalent. Et il faut voir les trois facteurs clés. Et je suis tout à fait d'accord avec Laura. La première, c'est qu'il faut rendre la chose sexy. Tant qu'on dit que c'est une histoire d'algorithme, que c'est des traits matheux, que c'est de la stat et que c'est chiant, c'est rationnel, il n'y a aucune émotion, eh ben c'est mal barré. Parce qu'en fait, c'est faux.
l'IA sera de plus en plus une affaire très émotionnelle où les soft skills des femmes vont s'épanouir fantastique. On ne l'a pas dit, c'est ça qu'il faut dire. Ça, c'est la première chose. Et c'est aussi vrai pour la diversité. Hein. Donc, il faut montrer que ce n'est pas quelque chose qui colle aux jeunes gens blancs et matheux et, si possible, boutonneux. Ce n'est pas vrai. Deuxième chose qui change vraiment, c'est les rôles modèles. Ici, c'est un certain nombre de jeunes femmes vertes, qui parlaient super bien dans la presse, dans les médias, etc., qui ont donné le goût aux autres femmes de faire de la politique. Ici, à Neuchâtel, je parle. Hein. Donc, le rôle modèle est très, très important. Et la troisième chose, c'est ce que vient de dire notre prédécessrice, là, qui avait parlé juste avant. Une fois qu'on commence, peut-être 9%, 10%, là doit se développer à l'intérieur de l'entreprise, je pensais au transport public genevois, une définition claire pour les autres de ce qu'amènent les femmes. Vous voyez ? Et dès le moment où on voit cet apport, qu'il est dit, qu'il est raconté, qu'il est documenté, tout change. Donc, je pense que c'est ces trois éléments-là qui favorisent. Et ce n'est pas les quotas, et je suis entièrement d'accord avec toi, Laura. Il ne faut pas faire une approche comme ça. Il faut vraiment aller sur des choses qui sont différentes, positives, et qui amènent du plus. Merci. Merci beaucoup, Xavier. Le temps passe trop vite. Je vais vous donner encore la parole. Vraiment 1 minute avec 1 minute de réponse. Tabea Hirzel, justement, vous êtes plutôt dans un métier plutôt masculin alors. Oui, c'est vrai. Bon, je suis en Espagne, toujours dans l'internationalisation et la digitalisation des compagnies. Je conseille des investisseurs et des chefs d'entreprise pour faire les transitions dans ce concept. Et bon, c'est vrai, sans le monde digital, dans le monde présentiel aussi, pendant mes 20 ans de travail, il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas que je suis une femme. Je suis très surpris quelquefois qu'on n'a pas beaucoup de différences. Bon, il faut dire, il faut enseigner ces différences parce que ce n'est pas toujours si évident comme les personnes croient. Et maintenant, je suis dans un projet. On travaille dans une communauté, c'est comme un jeu vidéo. On travaille dans une communauté combattant des trolls. Vous connaissez peut-être les fermes de trolls. Et on travaille beaucoup avec cette manque de diversité et cette idée des préjugés parce qu'on peut exploiter ces manques pour réellement travailler avec les opinions, les choses comme ça. C'est très intéressant et c'est très bizarre qu'on a toujours des idées. Je crois que c'est plutôt la politique. Je dois être que quelquefois, je vends un projet avec l'idée que c'est pour la diversité des femmes. Et ma seule question centrale, ce n'est pas si les femmes manquent l'opportunité dans le marché digital parce qu'on peut toujours commencer de montrer ce qu'on sait faire et après on peut se montrer comme femme. Il faut aussi dire, j'ai beaucoup de projets que je rejette parce que ce sont des jeunes hommes, 30 ans, MIT, Stanford, et je sais déjà, ils n'ont rien dans la tête, mais ils sont très productifs, hein, très productifs. Je n'ai pas besoin de personnes productives, pour ça c'est l'AI. Hein? On fait les robots pour être productifs. J'ai besoin de personnes différentes, intelligentes, créatives. Et merci. Je crois qu'on a des opportunités pour les femmes là. Hein? Pardon. Merci, juste, je crois que vous êtes dans l'agroalimentaire, hein, c'est ça? Bon, ça c'est une des grandes marchés ici, mais on est aussi dans le métal et dans les services. Comme maintenant, on travaille beaucoup avec le secteur hôtellerie, comment on dit, oui, hôtellerie pour le problème de Covid. Merci beaucoup. Oui. Peut-être, Laura, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va laisser parler leur minute à tout le monde
et je vous donnerai la parole pour le bouquet final, si vous êtes d'accord. Alors, Caroline Matteucci. Oui, alors non, moi, surtout ce qui m'était important, c'est d'écouter. Je connais Laura, on travaille sur des projets communs. J'ai travaillé dans Women's Day pour l'intelligence artificielle. Peut-être pour moi, revenir sur ce que les gens ont dit. Je crois que c'est l'attitude des gens qui est primordiale. Ça veut dire que j'ai parlé de management perception. Quand on dit que la femme ne vient pas dans le métier, ça dépend aussi de comment vous allez venir en attitude. Si les femmes sont toujours dans l'agression de vouloir défendre une posture, au lieu d'être qui elles sont dans l'authenticité de notre différence et de notre force, et je parle en tant qu'ancien flic qui était entouré que d'hommes, hein. Donc je pense que ça, ce sera déjà une manière d'arrêter de combattre, mais comme dit Laura, de prendre notre place. Et comme je fais un projet d'intelligence artificielle au service de l'humain, qui est en fait une machine qui permet de lire votre authenticité, si je la fais courte, ce que je voulais dire, c'est que contrairement à beaucoup de gens, en fait, j'ai beaucoup de femmes qui se prêtent facilement au jeu, parce que pour finir, il semblerait qu'elles n'ont pas trop problématique à être authentiques et ne plus être dans un rôle. Voilà, pour mon partage. Et je remercie Laura et Tim et Xavier, que je ne connais pas, mais que je suis sur tout cet apport, et vous pour ce partage. Mais je laisse la place aux autres. Merci. Merci beaucoup. Marisa Treccani, qui est arrivée un petit peu après, donc elle n'a pas tout entendu, mais elle a pu se rattraper et se faire une idée, j'imagine. Bonsoir à tous et toutes. Merci infiniment pour ça. Je viens d'entendre un partage que j'ai adoré, celui de Tabea et celui de Caroline, qui définit, en fait, ce qui me paraît juste, c'est d'être soi-même, quel que soit le lieu dans lequel on va prendre sa place. L'intelligence artificielle étant dans ce cas, à mon avis, un lien entre l'homme et la femme et non pas un diviseur, à mon sens, ce serait bien. Réunir les intelligences artificielles pour bénéficier de la créativité, de l'authenticité de chacune des personnes, hommes ou femmes, qui l'utilisent. Ça me paraît sympa. J'ai adoré, je ne peux pas vraiment poser une question parce que je n'ai pas écouté le début du débat, mais franchement, tout ce qui se passe est intéressant. Je regrette que ça s'arrête. J'aurais voulu aller un peu plus loin avec Laura. Merci beaucoup en tout cas. Alors, on reprogrammera d'autres aspects. Alors, Islam, qui est en Algérie toujours. Tu ne peux toujours pas arriver à Genève. Ah, toujours pas. C'est vraiment la grande frustration. Bloqué depuis 1 an, frontière fermée depuis le 17 mars dernier. Depuis 1 an? Waouh! Oui. Alors, raconte-nous. Bon, j'arrive en retard, désolé, hein, j'étais à l'enterrement du président d'honneur de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Oh. Et il y avait un détail qui était intéressant, c'est qu'il y avait des femmes au cimetière. Alors, l'intelligence artificielle, qui est un sujet très intéressant, mais nous, on arrive déjà dans la réalité à avoir quelques petits détails qui s'accumulent comme ça, qui sont très, très intéressants, qui nous permettent de garder espoir dans le domaine de la parité, que j'applique moi-même chez moi, professionnellement. Je suis avec mon épouse dans la même entreprise. Enfin, on a créé ensemble une entreprise, 50-50. J'ai plus de filles, il y a plus de personnes de sexe féminin chez moi que de personnes de sexe masculin. Donc, c'est tout bénéfice pour les femmes. Et puis, je m'en réjouis d'ailleurs. Tout bénéfice pour toi, Islam. Oui, certainement. C'est pour ça que je dis que je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Et jusqu'à l'arrivée du petit dernier, je pensais que je ne faisais que des filles. Donc là, du coup, voilà. Mais c'est un sujet très intéressant, d'autant que je me posais la question. Moi, je suis très terre à terre. Hein, j'ai une formation de chimiste. Et pour moi, la question du genre dans l'intelligence artificielle ne se posait pas. Et je pense que le chamboulement qui se passe dans le domaine des technologies, etc., en termes juridiques, en termes de genre, en termes de responsabilité, c'est un sujet passionnant que je ne maîtrise pas du tout. Et c'est pour ça que j'insistais vraiment pour assister à la fin de cette super rencontre. Merci beaucoup, Islam. Eh bien, nous voici à la conclusion. Chère Laura, peut-être une conclusion tirée de ces témoignages, de ces interventions. Oui, je retiens une chose que vous avez dit. Je suis fâchée qu'il n'y ait pas assez d'hommes à cette séance. Et je pense que là, c'est pas la clé de l'enjeu. C'est vraiment, là, je reviens avec cette histoire de réconciliation. Et lorsque les hommes sont présents dans ces événements, c'est souvent des convaincus.
C'est souvent des gens qui sont déjà un pas plus loin. Et je pense que le job aujourd'hui de ces hommes-là, c'est de faire le relais vers ceux qui ne sont pas convaincus. Si vous discutez autour de vous, je pense qu'assez facilement, vous allez avoir des gens qui disent mais c'est fini maintenant, c'est bon, on a l'égalité, c'est plus des sujets d'actualité. Alors, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a un gros travail à faire autour de la diversité. On perd les filles à l'âge de 11 ans à peu près dans tout ce qui est science. Elles partent de ce moment-là. Il y a vraiment ce moment clé. C'est-à-dire qu'en gros, entre 4 et 11 ans, la société encore aujourd'hui fait basculer les filles et les garçons dans des choses genrées de façon consciente et inconsciente. Si vous regardez les dessins animés, si vous regardez tout ce qui est accompagné comme packaging autour des filles et des garçons. Donc, je pense que le gros défi aujourd'hui, dans l'enjeu qui est cette mutation du travail, c'est que les hommes qui sont là et qui sont convaincus fassent un peu relais auprès d'autres hommes avec des choses concrètes. Et ce que Xavier disait, c'est juste, c'est montrer qu'est-ce que ça fait quand il y a plus de femmes dans une équipe en termes de résultats scientifiquement décorticables. Et juste avec ça, en général, on fait 5 pas d'avance. Je pense que c'est vraiment sur ce point-là où on peut faire une grosse différence. Merci beaucoup, Laura. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour vraiment remercier Laura. Merci à vous tous. De cet intéressant échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, restez surtout pour la photo. Ça va se passer dans 30 secondes. Merci Xavier de rester. C'est ce que attendez, on se coiffe toutes les filles. Les hommes, ils ne bougent pas, les filles, elles sont là. Ok, parfait. En principe, après, je vous demande même de déjanter un peu sur la photo. Mais auparavant, j'aimerais qu'on arrête l'enregistrement, qu'on remercie Julien Boucher de toute la technique.